Handisocial, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Handisocial, l'émission qui parle du handicap. Alors, nous commençons tout de suite avec le premier exclusivité. Donc, sondage des enseignants. Des handicaps qui bousculent. Les enseignants favorables à l'inclusion des enfants avec un handicap physique, mais beaucoup moins en cas de handicap mental, des disparités pointées dans un sondage où ils réclament plus de moyens et de formation. 95% des enseignants sont favorables à l'insertion au sein de l'école ordinaire des élèves avec un handicap physique. Mais ce chiffre tombe à 44% en cas de troubles psychiques. De même, les troubles 10, 88% et les déficiences sensorielles ne semblent pas déranger. Outre mesure, environ 75%, contrairement à l'autisme, 58%. En pleine rentrée scolaire, les associations du collectif Ma Place c'est en classe publient les résultats d'une étude réalisée par l'IFOP qui témoigne d'une école inclusive à géométrie variable. La formation et l'expérience pour briser les préjugés. L'expérience, l'âge de l'enseignant ou encore la formation reçue atténue sensiblement les craintes. En effet, si 58% des professeurs considèrent que les jeunes avec une déficience intellectuelle doivent intégrer l'école ordinaire, ce chiffre monte à 67% pour ceux qui en ont déjà accueilli et à 70% pour les jeunes moins de 35 ans. De même, 85% des professeurs ayant été formés à l'accompagnement des élèves aveugles se disent favorables contre 69% s'ils n'ont pas bénéficié. Par ailleurs, à la question « Les élèves handicapés sont-ils bien insérés au sein du système scolaire ?» 60% des 601 enseignants interrogés répondent par l'affirmative pour les enfants avec des troubles 10 ou à mobilité réduite. C'est près de 2 fois plus que les enfants sourds, aveugles et autistes, et 3 fois plus que pour ceux avec des troubles psychiques ou une déficience intellectuelle, environ 20%. Une contrainte face au manque de moyens. La scolarisation des élèves en situation de handicap est perçue par une large majorité comme un droit, avant d'être une obligation professionnelle. Pour autant, l'accueil de ces jeunes nécessite la mise en place de moyens humains, logistiques et financiers, qui est perçu par une large majorité de répondants comme une source de travail supplémentaire et une contrainte. Ainsi, si de très nombreux enseignants, à fortiori ceux du premier degré, sont favorables à des évaluations, examens ou concours adaptés aux élèves en situation de handicap afin de garantir l'équité, 21% estiment encore qu'ils doivent passer les mêmes évaluations que les valides. Cependant, il considère également l'accueil d'un élève handicapé comme une richesse tant sur le plan professionnel que personnel. C'est dans cette dualité que réside toute la complexité du sujet. L'accueil des enfants en situation de handicap est aujourd'hui un vrai défi de société, constate l'IFOP. Plus d'AESH et d'enseignants spécialisés. Pour plus de 9 enseignants sur 10, c'est une démarche à accompagner davantage, à condition d'en avoir les moyens. À ce titre, il préconise en priorité le recrutement d'accompagnants d'élèves en situation de handicap supplémentaire. Une baisse des effectifs dans les classes qui accueillent un élève avec un projet personnalisé de scolarisation, la formation des enseignants et des personnels de l'école, mais aussi la présence d'enseignants spécialisés et de professionnels du médico-social référent, afin d'améliorer la scolarisation des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire. Enfin, les enseignants en ayant déjà accueilli considèrent les parents d'élèves comme des partenaires indispensables. Certaines recommandations font écho aux 12 mesures de l'acte 2 de l'école inclusive, annoncées par le gouvernement le 31 août 2023, telles qu'une collaboration accrue avec le médico-social et la création de 6500 postes d'AESH, déployer des dispositifs innovants. Cette étude reflète bien l'engagement des enseignants en faveur de l'école ordinaire accessible à tous, mais aussi la persistance des préjugés et de craintes, résume le collectif Ma Place est en classe, insistant sur la nécessité de renforcer les moyens alloués à cette problématique pour déployer des dispositifs innovants et efficaces à large échelle. Permettre aux élèves en situation de handicap d'étudier avec les autres enfants, c'est mettre toutes les chances de leur côté pour une insertion réussie en milieu ordinaire une fois adulte. La société inclusive commence par là, conclut-il. Alors nous enchaînons tout de suite avec la deuxième actualité, élèves handicapés. Quelles mesures pour la rentrée 2023 ? Quoi de neuf pour les élèves handicapés à la rentrée 2023 ? Le ministère rend sa copie avec les 12 mesures arrêtées lors de la conférence nationale du handicap. Une collaboration accrue avec le médico-social est au cœur des enjeux, la solution. La cloche sonne va bientôt sonner le 4 septembre. Quelques jours auparavant, Gabriel Attal faisait lui aussi sa rentrée en tant que ministre de l'Éducation nationale. Il a dévoilé les grandes mesures, dont certaines concernent plus spécifiquement les élèves en situation de handicap. La plupart avaient déjà été annoncées lors du 3e comité de l'école inclusive qui s'est réuni fin juin 2023.
Elles doivent mettre en œuvre de l'acte de l'école inclusive annoncé lors de conférence nationale du handicap d'avril 2023 pour les 3 prochaines années. 12 mesures ont été arrêtées qui doivent voir le jour sur l'année 2023-2024. 12 comme les travaux d'Hercule. Le 31 août, la défenseur des droits observe une réelle carence dans l'accueil à l'école des élèves en situation de handicap. Un problème déjà souligné en juin par le Comité des droits des enfants de l'ONU qui a demandé à la France d'améliorer leur inclusion. Voici ce qui change à la rentrée 2023. Pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH, 6500 postes supplémentaires et des mesures de revalorisation, soit 132 000 au total. L'ouverture des 37 unités d'enseignement maternel autisme, UEMA, de 44 unités d'enseignement élémentaire autisme, UEEA, et de 29 dispositifs d'autorégulation d'art parce que la coopération entre l'école et le médico-social est indispensable selon le ministère. La création de 25 postes de professeurs ressources troubles de neurodéveloppement, TND, ils viennent s'ajouter aux 101 professeurs ressources troubles du spectre de l'autisme, TSA, déjà présents dans les départements. Une nouvelle mission proposée aux professeurs dans le cadre du pacte enseignant, l'appui à la prise en charge d'élèves à besoins particuliers dans le premier et le deuxième degré. La mise en œuvre des mesures de la Conférence nationale du handicap 2023. Les unités localisées pour l'insertion scolaire, ULIS, poursuivent leur développement, notamment en collège, avec l'ambition d'une ULIS par collège d'ici 2027. Des associations inquiètes. Si tout semble aller au mieux sur le papier, d'autres peinent à croire au mirage de l'école inclusive. Le même jour, l'UNAPI Fédération du champ du handicap mental tire la sonnette d'alarme avec pour credo 0 enfant privé d'école, enfin privé de rentrée, comme chaque année, et déplore que des milliers d'enfants handicapés n'aient pas accès à une scolarisation adaptée. Selon son indicateur interne, 23% n'auraient aucune heure de scolarisation par semaine. De son côté, si la page déplore un triste marronnier, elle voit dans cette rentrée des signaux encourageants avec l'occasion de porter un changement de paradigme, particulièrement en installant le monde médico-social au sein de l'école. Selon le président Jean-Louis Garcia, la coopération, ça fonctionne. Une cellule écoute. Parce que, comme les précédentes, cette rentrée risque d'être ponctuée d'obstacles. Le numéro vert unique 0 805 805 110 permet de joindre les cellules d'écoute départementales et la cellule nationale ouverte durant tout l'été. Les familles trouvent des informations et surtout des réponses individuelles en moins de 24 heures suivant l'appel, promet le ministère. Un vœu pieux lorsqu'on sait que des milliers d'enfants en situation de handicap, notamment intellectuel, sont sans solution éducative en France. Les 12 mesures de l'acte 2 de l'école inclusive. 1. Attribuer un numéro identifiant national élève, INE, à tous les enfants. 2. Confier la responsabilité de la réponse de premier niveau à l'éducation nationale. 3. Transformer les pôles inclusifs PIAL en pôles d'appui à la scolarité. 4. Renforcer l'accès au matériel pédagogique. 5. Réformer le cadre d'emploi des AESH en créant le métier d'accompagnant à la réussite éducative. 6. Déployer des équipes mobiles médico-sociales pour favoriser la scolarisation. 7. Faire intervenir des professionnels de santé dans les murs de l'école. 8. Déployer un grand plan de formation des équipes pédagogiques. 9. Déployer des professeurs référents dans les établissements. 10. Valoriser le temps de coordination. 11. Déployer 100 projets pilotes d'instituts médico-éducatifs IME dans l'école. 12. Généraliser le bonus périscolaire. Donc voilà pour la rentrée 2023. Nous allons parler maintenant d'un certain Eden Jay, le DJ aveugle maître des platines. Lunettes de soleil et polo noir, Eden Jay mixe derrière ses platines d'une terrasse d'un restaurant branché de la Côte d'Azur. Une soirée à première vue classique, exception en fait que si les convives voient le DJ, cela n'est pas réciproque. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, Eden Jay, disque jockey de 28 ans, originaire d'Aix-en-Provence, a perdu la vision en 2020 à la suite d'une greffe rénale. Malgré les difficultés engendrées par son nouveau quotidien, le jeune homme affiche un optimisme à toute épreuve. Dans la vie, il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit linéaire. Tôt ou tard, des imprévus peuvent arriver, il faut s'adapter. Confie l'AFP, cet artiste au sourire communicatif. Un handicap qui passe inaperçu. Pour cette soirée d'août, il officie dans un restaurant chic du bord de la plage de Lavandou, dans le Var. Habillé d'un jean de basket blanche et d'un élégant polo, nul ne le distingue a priori de tout autre DJ pendant ces 2 heures de set. Et s'il garde ses lunettes de soleil malgré l'obscurité, rien de choquant dans ce mode de la nuit où c'est chose commune. Peu de clients avaient remarqué son arrivée, canne à la main, aux côtés de proches qui l'assistent.
Après avoir branché seuls les câbles de sa table de mixage et placé à des endroits stratégiques ses clés USB où figurent les playlists de la soirée, il met son casque et lance l'ambiance Deep House. Ses assistants, ses yeux. Au restaurant, les gens se rendent peu compte de mon handicap. J'ai parfois des réflexions de personnes me demandant pourquoi je ne les regarde pas, mais quand je leur explique, ils comprennent de suite, affirme Eden Chase. La difficulté apparaît davantage lors de mariages ou anniversaires, lorsque des convives lui demandent un titre à l'improviste. Charge alors à l'un de ses assistants de trouver la chanson. Outre leur aide logistique, ces derniers sont indispensables pour prendre la température des salles. Afin qu'Eden ajuste sa prestation musicale, il faut surveiller la réaction du public et lui signaler. D'une certaine manière, je suis ses yeux, explique Silam Elagwal, dite Simisu, son ami d'enfance. L'art de créer un lien. Adnan Marfak, son vrai nom Orsen, avait débuté sa carrière professionnelle avant de perdre la vue. J'ai eu besoin d'un temps d'adaptation. L'acceptation a été le plus dur. Notamment mettre pour la première fois une canne dans ma main. La musique lui a permis d'avancer. Avoir une passion, ça vous change les idées. Si je ne peux pas voir les gens, eux peuvent m'entendre. C'est un art de créer un lien. C'est quelqu'un de très sociable, positif et fonceur, qui ne se laisse jamais abattre, écrit Florence Piolle. Bénévole à l'association pour malvoyants Valentin Aoui, dont fait partie Eden. Bob Sinclair, son idole. Fan de house, Eden Chase a pour source d'inspiration des DJ comme Pete Tong, Kungs ou Bob Sinclair, son idole. Son enfance a été bercée de mélodies. Sa mère jouait au piano et écoutait Boney M. À 13 ans, il découvre un DJ lors d'une boom et est émerveillé par cette musique sans coupure. Issu d'un milieu favorisé, son père fut directeur d'une centrale nucléaire au Maroc, où la famille vécut 8 ans. Il rejoint une école de DJ aixoise en poursuivant en parallèle ses études, Bac Pro Commerce, BTS Management, puis licence de langues étrangères appliquée interrompue pour maladie. À la rentrée, il compte rejoindre l'UCPA, une école renommée de DJ, pour y parfaire ses connaissances en entrepreneuriat, gestion de carrière ou des lumières. D'autres DJ handicapés. Avant lui, d'autres DJ avec un handicap se font connaître. Martin Chasseret, qui se présente comme le premier DJ professionnel aveugle de France, a perdu la vue suite d'un accident de scooter à l'âge de 15 ans. Le Suisse DJ Hardcore Ed souffre d'une déficience affectant ses mouvements. DJ Rideau mixe avec son nez pour remplacer ses doigts défaillants. Quant au producteur Pon, ex-membre du groupe Funky Family, souffrant de la maladie de Charcot, il continue de composer grâce à ses yeux. Eden Chase espère connaître la même carrière et prépare la sortie d'un EP mini-album avec 5 morceaux. Paris 2024, classification handicap, un système anxiogène. Indispensable, mais parfois anxiogène, le système de classification qui permet aux parasportifs d'affronter des concurrents avec des capacités équivalentes peut dans certains cas changer considérablement la donne, parfois un handicap en plus. Meneur de l'équipe de France de basket fauteuil qui va tenter de décrocher son billet pour les Jeux de Paris 2024. Christophe Carlier en a fait l'expérience cet été quand, pendant quelques semaines, sa catégorie de handicap qu'un basket va de 1 à 5, le 1 correspondant au handicap le plus fort, a été revu à la hausse. D'un demi-point de 3 à 3,5, devenu paraplégique à la suite d'un accident de moto en 2002, Christophe avait toujours joué en catégorie 3, car, explique-t-il, je suis fracturé au niveau L3 qui a directement une classification 3. Préserver l'équité en 3 étapes. Mise en place afin de préserver notamment l'équité entre les sportifs et faire concourir ensemble des athlètes atteints de pathologies similaires ou conséquences équivalentes sur la pratique. La classification élaborée par le Comité international paralympique se définit en 3 étapes. D'abord, l'éligibilité. Est-ce que la pathologie est reconnue ou pas dans le champ paralympique? Ensuite, la rédaction d'un dossier médical et enfin une évaluation menée par des classificateurs de fédérations internationales en situation de pratique sportive, détaille Pierrick Girardot, coordinateur du bureau de la vie de l'athlète auprès de la Fédération française handisport, FSH. Ça change tout au très haut niveau. Ainsi, à l'issue des championnats du monde de Dubaï, qui se sont tenus en juin 2023, Christophe Carlier a vu son cas évoluer, après décision des classificateurs qui ont observé son parcours. On pourrait se dire que c'est minime, mais à très haut niveau, cela peut tout changer, dit-il. Car en compétition internationale de basket fauteuil, la somme des chiffres associés à chacun des joueurs d'une équipe ne doit pas dépasser les 14 points. Ça a été assez catastrophique pour mon club, le Canet, et pour l'équipe de France. Explique le joueur, si je passe à 3,5, il y a des joueurs qui doivent rester sur le banc. Sur la dose de l'entraîneur, toute la stratégie va changer.
Et l'effet domino ne s'arrête pas là, car la catégorie associée à un joueur détermine également la hauteur de l'assise du fauteuil. 63 cm de 1 à 3 points, 58 cm de 3,5 à 5 points. Un handicap en plus. Ainsi, alors qu'il part disputer les championnats d'Europe à Rotterdam en août, Christophe Carlier doit faire modifier par un soudeur de son fauteuil qui n'est alors plus éligible. L'assise ainsi modifiée a provoqué beaucoup de douleurs car la façon d'être assis joue énormément. J'ai vu une compétition avec un handicap en plus, déplore-t-il. Pourtant, la nature de son handicap ne le classait pas a priori dans la catégorie des parasportifs, dont le statut est régulièrement révisé. Ce statut sous review concerne les athlètes dont la pathologie est évolutive. Typiquement dans le cas des maladies neuro comme la sclérose en plaques NDLR, les sportifs peuvent être dans l'obligation de refaire un check-up complet pour attester à la fois de l'évolution sur un plan neuro de leur pathologie et sur ce qui relève de toutes les faiblesses articulaires, précise Pierrick Giraudot. Consolider les classifications. Une évolution. Un changement de catégorie, le sujet de la classification peut être anxiogène, reconnaît-il. Néanmoins, il n'y a pas de doute sur la catégorie de la très grande majorité des sportifs. Il y a selon lui de moins en moins de reviews. Une des tâches de Pierrick Giraudot et de FFH vise notamment à consolider les classifications de chaque sportif afin de préparer l'échéance 2024 sans mauvaise surprise ou contretemps. Christophe Carlier, qui a fait appel et constitué un nouveau dossier, a pu, lui, retrouver sa catégorie d'origine. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous avons écouté les nouveaux news du 6 septembre 2023. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle à tous mes camarades handicapés, vous êtes handicapés, certes, enfin on l'est tous, mais nous avons des ambitions, nous avons du rêve. Alors faites-vous aider, réalisez vos rêves et ne vous laissez pas influencer par des citations à la haine ou ne laissez pas les autres vous définir ce que vous êtes. Alors, quant à vous les personnes ordinaires, nous sommes handicapés, mais nous ne sommes pas des bêtes de foire dépourvues de sentiments dont on peut maltraiter ou se moquer impunément. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de très bonnes journées et à bientôt pour Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap.